Donc, bonjour et bienvenue à notre première balado. Bonjour, Jonathan. Pas podcast, Paul n'aime pas ça. Je vous présente Paul Payette, notre premier invité aujourd'hui. Paul est représentant chez Café Aga depuis combien d'années déjà? Ça fait 24 ans cette année, donc depuis 1998, si je ne me trompe pas. 98. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Café Aga, des deux frères, dans le fond de l'histoire de la famille, parce que c'est parti du père au Cameroun. Si tu peux nous parler un petit peu là, de l'entreprise, comment c'est né, comment que les frères sont arrivés ici, puis tout ça. Oui, en 1947, Georges Agatiadis s'installe au Cameroun en 1947 avec sa femme. Et Georges est un agronome spécialisé dans les produits tropicaux, le café et le cacao. Leurs trois enfants vont naître là-bas. Paul, Philippe et Marc Agatiadis. Et les fondateurs de Café Aga ici aujourd'hui sont Philippe et Marc Agatiadis. Monsieur Aga, au Cameroun, va donc développer le café et le cacao à grande échelle. Et c'est à partir de 1987 que Café Aga s'installe à Ville-Saint-Laurent, au Québec. Et 15 ans plus tard, ils vont s'installer à Laval, où on est actuellement. On est spécialisé dans les cafés verts de grande qualité, c'est-à-dire qui sont cultivés entre 800 et 2000 mètres d'altitude, cueillis à la main, sans insecticides, sans pesticides. Et la particularité de Café Aga, c'est qu'on torréfie les cafés par réfraction de chaleur. C'est relativement rare et c'est simple à expliquer. On crée une chaleur avec des pierres volcaniques. Ce cube de chaleur-là monte forcément et c'est la chaleur qui va torréfier les cafés et non pas un lit de flamme directe qui est généralement à 3 ou 4 pouces du cylindre qui tourne. Donc ça permet de torréfier des cafés sans les abîmer, sans les surchauffer, sans les calciner. Ça permet de torréfier des cafés noirs sans les assécher. Donc, ça a de grands avantages. Par contre, c'est une torréfaction qui est plus lente, qui prend plus de temps. Donc, on ne peut pas torréfier comme de grandes compagnies le font, des quantités astronomiques. C'est évidemment, on torréfie quand même beaucoup, mais c'est une méthode qui a l'avantage de protéger les cafés que ce soit une torréfaction claire, moyenne, robe de moine ou noire. Cette méthode-là protège les caractéristiques de chaque café qu'on torréfie. C'est pour ça qu'on n'a pas changé de technologie, même si la demande est constamment en croissance, on a conservé cette méthode-là qui a fait la réputation de Café Aga depuis ses débuts. Combien vous pouvez torréfier de kilos à la fois dans vos équipements? Écoute, j'aime pas me lancer dans des chiffres parce que, bon, souvent, je suis au-dessus ou en dessous. Si on prend une production maximale, je dirais que c'est autour de 12 à 14 tonnes par jour. OK, la production, quand même, c'est beaucoup de torréfaction. Oui, mais d'abord, ça, c'est la possibilité maximale. Mm-hmm. On ne torréfie pas autant pour l'instant parce qu'on torréfie chaque jour. Donc, les silos d'entreposage sont relativement à faible niveau. On conserve les silos à 40 ou 50% d'entreposage. Parce qu'on préfère torréfier plus souvent que de torréfier 2 jours semaine et d'entreposer pour le restant de la semaine.
Donc, il y a une activité qui est constante. Dans la torréfaction, et il ne faut pas oublier que les cafés torréfiés doivent reposer 48 heures avant d'être moulus ou emballés simplement. C'est important, ça. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Souvent, on voit beaucoup de compagnies maintenant là, qui indiquent la date de torréfaction, puis les gens qui reçoivent le café, exemple, qui ont été torréfiés la veille, sont tout contents. Mais souvent, les gens ne savent pas justement que ce n'est pas nécessairement le café à son meilleur, qu'il y a une période de dégazage à attendre et tout ça. Là, l'ennui, c'est que quand on n'attend pas suffisamment, ça fait gonfler les sacs. Oui, tout à fait. Et premièrement, c'est pas très beau. Surtout quand le sac est emballé, scellé. Donc, ça fait gonfler le sac. Et mieux vaut prendre le temps d'attendre. Et puis, c'est une loi qu'il faut respecter. C'est une loi biochimique. On ne peut pas la contredire. Donc, c'est aussi un empêchement. Et bon, c'est pas qu'on est condamné à un faible volume, il ne faut pas le croire, parce que le volume est quand même considérable. Oui, tout à fait. Mais si on dépasse les volumes maximales dont je te parle, il faudrait acheter un autre torréfacteur. C'est ça, mais en parlant justement de vos installations, j'ai eu la chance d'aller les visiter à quelques reprises. Je peux vous dire que chez Café Aga, là, la propreté, ils s'en font un honneur. Il n'y a pas rien qui traîne nulle part, c'est propre, c'est espacé, c'est dégagé. J'ai déjà visité d'autres endroits que c'est pas ça du tout. Là. Ils s'en font un point d'honneur, puis ils sont fiers, les deux propriétaires, pour les avoir rencontrés tous les deux, sont fiers de ce qu'ils ont réussi à réaliser avec les années. Oui, c'est le cas. Bon, il faut dire que il y a des organismes de surveillance comme BRC, Écocer, Fairtrade Canada, qui viennent auditer la compagnie régulièrement, je dirais tous les 3 mois. Donc, d'abord, c'est une fierté d'avoir une usine comme ça et d'en prendre soin, avant même d'être surveillé par les organismes qui viennent nous visiter. Mais quand les représentants de ces organismes-là viennent, ils ont la même réaction que toi. Ouais. Ils sont étonnés de l'aspect soigné de l'usine. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint aussi la perfection qui habite Philippe et Marc Agatiadis. C'est qu'on ne peut pas réussir un produit, on ne peut pas viser la perfection dans une usine qui tombe en ruine, qui est négligée. Tout est lié. Et je te dirais aussi que depuis qu'on fabrique des capsules compatibles Nespresso, les capsules K-Cup, on ne peut pas avoir constamment des particules en suspension, de la poussière en suspension, et ça risque d'affecter la machinerie. Donc, on a intérêt, et c'est ce qu'on fait, à avoir une usine qui est constamment bien nettoyée, bien entretenue. Oui, tout à fait. C'est très important. Là. Je pense aussi que vos clients doivent vous demander ça aussi à un certain sens. Ils doivent avoir de certaines normes éthiques pour pouvoir proposer vos produits parce que vous êtes disponible quand même là, dans des grandes chaînes. Vous êtes disponible, en fait, vous avez beaucoup de façons de diffusion. Tu parlais des capsules tout à l'heure. C'est une de vos spécialités. Puis, si je ne me trompe pas, vous êtes parmi les premiers là, au Québec dans la capsule Nespresso à vous avoir dirigé là-dedans. Là. Ça fait plusieurs années que vous en faites. Puis, vous en êtes, ça aussi, si vous en êtes fiers. Puis, vous proposez, comme je vous disais, là, vos produits un peu partout. Là. Oui, en fait, il y a une compagnie qui nous a précédés quand même qui s'appelle Nespresso. Et quand le brevet des capsules compatibles Nespresso Original Line est tombé dans le domaine public, on a pu, à notre tour, fabriquer nos propres capsules avec nos recettes de café. Et comme je le disais précédemment, l'avantage des capsules compatibles Nespresso,
c'est que les machines pour infuser le café sont très accessibles au plus grand nombre. Et vu que les capsules contiennent de l'azote, un résidu d'oxygène, le café est imperturbable. C'est-à-dire que la fraîcheur du café est préservée, je dirais, davantage que pour le café en grains ou le café moulu emballé sous vide. C'est impeccable. Quand on infuse avec une capsule compatible Nespresso, la première chose qui nous étonne, c'est la densité du créma dans la tasse, qui est le premier signe d'un café qui est fraîchement torréfié et qui a été fraîchement emballé aussi. Oui, tout à fait. Puis les gens, de plus en plus, demandent le créma. Là, c'est une demande qu'on voit de plus en plus. Les gens, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment le spectacle, si on veut, que ça donne dans la tasse, là, parce que c'est vraiment, ça fait partie de l'extraction de votre expresso. Mais des gens qui n'auront pas de créma, même si le café est bon, vont dire que le café les intéresse pas parce qu'il leur faut le créma, c'est quelque chose d'important. Oui, il y a ça. L'absence de créma, c'est la première déception dans un espresso. Mais je tiens à souligner aussi une chose. Depuis les tout débuts de la capsule compatible Nespresso, je pense que la semaine suivante, on se demandait où est-ce qu'on pourrait trouver des capsules biodégradables à 100%. Mm-hmm. Et on en a trouvé en Suisse, fabriquées à base d'amidon de maïs. On s'en est procuré. On a fait des tests. Et malheureusement, ce qui est bon pour la Suisse et les pays européens près de la Suisse, et ça fonctionne, c'est que l'amidon de maïs durcit avec le temps. Donc, il faut que ça traverse l'Atlantique, il faut que ça nous arrive. Il y a des délais au port, des frais de dédouanement, etc. Donc, quand le produit arrive chez le client ou sur la tablette dans l'épicerie, l'amidon de maïs a eu le temps de durcir à un point tel que les capsules, une capsule sur 2 ou une capsule sur 3 ne peut pas être percée par la machine. Alors, ça crée des blocages, ça crée des contrariétés. Et on a dû abandonner ce projet de capsule. Moi, on était tellement contents d'avoir trouvé ça. Même s'il y avait un supplément, ça coûtait plus cher, c'est pas grave. On était très, très heureux d'avoir trouvé cette capsule-là. Et malheureusement, ça fonctionne. Le temps jouait contre nous. Alors, pour de la consommation locale, c'est idéal. Pour l'exportation, on était piégé par le durcissement de l'amidon. Donc là, on était à la recherche d'une nouvelle capsule biodégradable qui est à base de poudre de tournesol. OK. C'est fabriqué en Autriche, mais c'est en voie de développement actuellement. C'est pas tout à fait au point. Mais dès que ça va être disponible, on va essayer ça et on va offrir ça à la clientèle. Mais que ce soit pour les capsules ou même pour les sacs, présentement, c'est un enjeu majeur. Tout le monde travaille pour trouver des façons écologiques d'emballer le café, que ce soit, comme je disais, en capsule ou dans les sacs. Mais il y a plusieurs problèmes, dont un que tu viens de signaler, le durcissement de l'amidon de maïs. Mais il y a aussi le problème de conservation de café. Il y a plusieurs sacs qui sont sur le marché présentement qui se veulent soit recyclables ou biodégradables. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas capable de conserver le café aussi longtemps parce que l'oxygène, l'oxydation attaque le café, veut pas. Là. On est toujours dans un paradoxe. Quand on est un petit torréfacteur et qu'on fournit des clients à 1 kilomètre, 3, 5, 7 kilomètres de chez soi, ou qu'on fait de la vente par Internet, et qu'on sait que ces cafés-là vont être consommés rapidement parce qu'ils sont vendus en très petit format, ça peut aller. Mais la conservation du café exige, actuellement, ce qu'on sait, c'est que nous, on utilise des sacs 5 épaisseurs et la paroi interne est en aluminium. Mm-hmm. Et ça conserve le café d'une manière tout à fait impeccable. Alors là, évidemment, quand on va pouvoir remplacer... C'est-à-dire qu'on ne peut pas... ce serait dommage d'aller vers des solutions biodégradables au détriment
de la fraîcheur du café. Parce que là, on crée une déception dans le goût. Oui, tout à fait. Alors que là, la déception, elle est, et d'ailleurs, elle est temporaire parce que les solutions surgissent de plus en plus. Parce que l'industrie du café, c'est une industrie qui n'est pas dans le statu quo. C'est une industrie qui se questionne. Et bon, elle n'a pas le choix de se questionner parce que la clientèle est de plus en plus exigeante sur le plan environnemental. Et tant mieux. Oui, tout à fait, c'est sûr. On le voit de plus en plus, c'est demandé. Il y a aussi les fameux silos. Les gens aiment ça, avoir du café en vrac. Mais encore là, c'est un peu... S'il n'y a pas de roulement, ça on ne sait pas quand on achète le café, mais s'il n'y a pas de roulement, bien, le café encore là va perdre sa fraîcheur dans les silos. Les cafés en vrac, on offre des silos pour le café en vrac depuis les débuts. Effectivement, il y a un inconvénient au silo, comme tu le dis, c'est que le café oxyde à l'air et à la lumière. Et comme on le disait précédemment, avant l'enregistrement, un café en grain, au bout de 3, 4 mois, il commence à perdre sa saveur, il commence à perdre ses qualités aromatiques. Alors, on a beau avoir de bons tarifs, ça ne règle rien. Donc, je sais qu'on est en pleine pandémie, mais il n'en demeure pas moins que les efforts la recherche scientifique, les efforts qui ont été apportés à l'emballage, je dirais, font que il est peut-être préférable d'acheter un café en grain, 1 kilo de café en grain, dans un sac qui contient du résidu d'oxygène, une valve fraîcheur qui est scellée. Vous allez vous retrouver avec un café qui est beaucoup moins abîmé à la maison que si vous achetez 1 kilo de café en grain dans un silo. On ne sait pas depuis combien de temps il est là. Exactement. Personne ne nous le dit. Et pourtant, parce que c'est en silo, parce que c'est en vrac, on a l'impression que c'est plus frais, que le roulement est très fort. Donc, l'emballage est extrêmement important quand on veut avoir un café de qualité à la maison. Et je pense que c'est une mode qui ne va pas se démentir parce que la pandémie, on vend beaucoup moins de café en vrac, en silo, justement à cause du coronavirus. Et on a multiplié les formats et les variétés dans les formats 340 grammes, 500 grammes, 1 kilo. Il y a même des clients qui achètent des formats 2,5 kilos, quitte à partager avec les membres de la famille. Oui, tout à fait. Bon, ça permet de faire des prix plus intéressants. Les sacs 2,5 kilos, dès qu'on les ouvre, on le voit très bien. On voit bien l'aluminium à l'intérieur. Et on referme avec le système Ziploc. Donc, on chasse l'air, on referme. Et il n'y a pas de déception à la dégustation du café. Donc, les cafés en vrac, je sais que ça a été une grande mode. On y a participé. Moi-même, j'ai eu un commerce pendant 11 ans sur la rue Laurier à Montréal, le Fou Vrac. Je vendais des cafés en vrac. Mais on avait un roulement de 110, 120 kilos par semaine. Ah, c'est ça. Vous aviez un roulement qui est intéressant. Justement, je suis content que tu parles du Fou Vrac parce que je sais que ça a commencé pas mal là, ton aventure dans le café. Là. C'est un peu là que oui, c'est là que ma mère et moi, on a créé ça en 1985 parce que je travaillais, mais bon, je travaillais pour un salaire dérisoire et j'étais fatigué. Je me disais, bon, tant qu'à travailler pour peu, aussi bien d'être à mon compte et d'écouter la musique que j'aime et d'acheter les produits que j'aime. Et j'aimais beaucoup le café. J'étais fasciné par les machines espresso déjà à cette époque-là. Et c'était un magasin d'aliments en vrac. Donc, on vendait des noix, des épices, des beurres de noix, toutes sortes de produits, de l'épicerie fine aussi. Mais l'emphase était mise sur une muraille de Chine de silos de 5 pieds de haut qui contenait chacun 20 kilos de café. Alors, j'en avais 18.
Donc, ça donne une idée de l'inventaire café qu'on avait. Et j'avais toujours une machine espresso sur le comptoir pour faire des dégustations. Alors moi, ça me permettait de connaître un nouveau modèle de machine espresso et aussi de faire connaître aux gens, ça goûte quoi un Guatemala Antigua, San Miguel? Qu'est-ce que ça goûte un Pérou Chanchamayo? Et on découvrait ça ensemble. Puis c'était, à ce moment-là, les clients, s'ils aimaient le café qu'on dégustait, puis ils en achetaient. Et puis on changeait de café à chaque semaine. Donc j'ai appris moi-même, avec la clientèle, ce que goûtent la plupart des cafés d'origine. Et c'est un tour d'horizon qu'on doit faire régulièrement parce qu'on oublie les saveurs, hein, on oublie certaines caractéristiques aromatiques et puis ça nous permet de savoir de quoi on parle par la suite. Ah oui, tout à fait, c'est sûr. C'est un peu aujourd'hui, je compare souvent le café aux microbrasseries ou au monde du vin, là, plus aux microbrasseries. Mais effectivement, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas goûté certaines origines, puis on les redécouvre, c'est toujours intéressant là, de passer par là. Les gens ne connaissent pas, moi je te connais un petit peu, puis je sais que tu as un musée de machines à café à la maison, tu as plusieurs modèles, parce qu'on a eu la chance d'être réveillés, mais je sais que... Je me suis calmé un peu, là. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être le fait d'avoir eu une boutique, puis j'aime l'aspect boutique. J'aime les machines espresso, j'aime les regarder, j'aime les utiliser. Là, j'en ai 4. J'ai une Saeco Aroma qui doit avoir 15 ou 17 ans et sur laquelle on a greffé, chez toi d'ailleurs, un PID. Un PID Aubert parce que, comme je le disais précédemment, ma grande préoccupation depuis les 10 dernières années, c'est la température. La plupart des machines en restauration, par exemple, les gens ne s'en rendent pas compte parce que personne ne leur dit, mais ils brûlent le café en l'infusant. Parce que, je vais simplifier là, parce que c'est assez technique ces choses-là, dans une machine espresso, il y a une chaudière vapeur. Une chaudière vapeur dans laquelle passe un tuyau qui amène l'eau fraîche et il y a un thermosiphon où il y a une eau qui est là, qu'on appelle l'eau résiduelle. Alors, si la température de la vapeur, c'est 120 degrés, l'eau dans la chaudière monte à 120 degrés. Quand ça fait 5-10 minutes, 15 minutes que la machine n'a pas fonctionné, l'eau à l'intérieur est à 120 degrés. On ne peut pas infuser à cette température-là. Et lorsque l'eau passe par l'échangeur thermique, arrive au groupe, on ne peut pas la faire descendre à 90 ou à 88 degrés, c'est impossible. Donc, on se retrouve avec une eau qui est mi-vapeur, mi-eau, qui ébouillante le café. Et puis la vapeur qui ébouillante le café, ça soustrait 50% de la saveur du café et ça transfère aussi un petit goût ferreux, amer, au café qu'on boit. Et on n'a pas le choix de s'intéresser aux machines espresso et aux cafetières en général quand on est dans l'industrie du café. Parce que nous, on torréfie un produit et on vous dit qu'il est excellent. Et le personnel dans la restauration l'ébouillante. Donc, ce qu'on fait, c'est de la formation auprès du personnel pour leur montrer comment ne pas abîmer le café en l'infusant. Et je trouve qu'on vit à une époque extraordinaire parce que depuis quelques années, on crée de plus en plus de machines espresso avec un PID, donc un contrôle de la température de l'eau. Et les gens à la maison, curieusement, les gens à la maison font un meilleur café qu'en restauration parce que c'est très abordable, les machines maintenant. Oui, tout à fait, parce que le marché s'est développé en Amérique du Nord, ça je le dis souvent. Avant, on ne se le cachera pas, là, il n'y a pratiquement aucune machine construite, bâtie, excusez-moi. Ici en Amérique du Nord, on est obligé d'importer à peu près tous les équipements de l'Europe. Mais l'Europe n'était pas attentive aux besoins aussi de l'Amérique du Nord, comme juste l'espace pour les tasses. Pendant plusieurs années, les fabricants sont entêtés à nous envoyer le modèle d'Europe, puis passez ce qu'on vous offre, vous n'êtes pas assez gros.
Mais maintenant, on voit, il y a plusieurs compagnies, pour ne pas la nommer, le LIT s'est adapté. En fait, des machines qui sont qui ont la possibilité de mettre une tasse comme nous, on est habitués, donc comme en Europe. Fait il y a eu une certaine adaptation, puis les fameux PD, contrôle de la température aussi. Il y a de plus en plus de fabricants qui l'incorporent à nos machines, puis c'est super intéressant, là, justement, pour éviter des bouillantés. Oui, l'Europe s'est réveillée, pas seulement à cause du Québec, mais à cause de tous les pays anglo-saxons, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, qui consomment le café comme nous, et non pas comme les Italiens. Exactement. Donc, là, on parle de formats complètement différents de ce qu'utilise l'Italie. Oui. Et l'Italie s'est ouverte au monde davantage que quand je suis allé. Je suis allé en 1980. J'ai passé 5 mois en Italie. Il y avait une façon de servir l'espresso, une façon de faire le cappuccino ou le latte. Et oublions la fleur de lotus, ça n'existait pas à ce moment-là. Vraiment pas, non. Le café spectacle n'existait pas. Les présentations étaient extraordinaires, cependant. Et on vous servait systématiquement un petit verre d'eau avec votre café. C'est encore comme ça. Parce qu'on sait en Italie que le café déshydrate. Alors, moi, quand je suis arrivé, je me demandais, bon, j'avais 23 ans, je me demandais, mais pourquoi ils font ça? C'est quoi le problème? J'ai-tu besoin d'un verre d'eau avec mon café? Et c'est en lisant sur le sujet que je me suis dit, mais mon Dieu, ils ont raison, c'est vrai, le café, ça déshydrate. Et c'est une pratique courante encore aujourd'hui. Oui, en Italie, c'est encore comme ça. Pour y avoir été il y a peut-être 1 an et demi. C'est encore la pratique. On sert un expresso toujours avec un verre d'eau. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mais comme tu disais, les fabricants se sont adaptés, mais en Italie, ils ont encore pas mal la même façon de servir le café depuis 1980. Ça, au niveau des cafés, ça n'a pas vraiment évolué. Ils sont restés comme ça, mais les fabricants n'ont pas le choix s'ils veulent grossir leur part de marché. Ils sont obligés de s'adapter de plus en plus. Ben, c'est que le marché domestique a pris une ampleur absolument insoupçonnée. Les gens s'achètent une machine espresso aujourd'hui. Je ne dis pas tout le monde, mais quand moi, je vendais des machines espresso à 400 $, c'était l'événement de la journée. Là. Okay? C'était un gros budget. Les gens faisaient un effort là, très, 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 très particulier pour s'acheter ça. Aujourd'hui, une machine espresso à 1000 ou à 1500 $, c'est monnaie courante. Oui, tout à fait. C'est pas une surprise. On ne tombe pas par terre quand on apprend le prix. C'est entré dans les mœurs, alors que quand moi, je m'occupais de machines espresso, j'en vendais. Évidemment que j'en vendais. Mais les budgets étaient beaucoup plus limités. On dépassait rarement, je te dirais, 500 ou 600 $. Quand on vendait des Electra à levier, qui était, je pense, à l'époque, 900 $, ben là, écoute, c'était un événement. C'était un événement. Maintenant, le budget consacré à la machine espresso, ben, les gens se disent, si on veut avoir de la qualité, ben, faut. De toute façon, c'est un objet durable. Hein, une machine espresso, ça peut durer 25 ans à la maison. Les gens mettent le paquet et ils ont raison de le faire. Oui, tout à fait. Puis avec la pandémie, ça va avoir changé beaucoup de choses. Ça va avoir bouleversé plusieurs choses. Mais dans le monde du café, ça va avoir été positivement parce que les ventes ont explosé. Quand on parle avec les fabricants, les ventes ont augmenté de 200 à 300 % dans la machine résidentielle. Une chance parce qu'on s'entend que dans la machine commerciale, évidemment, la plupart des cafés à travers le monde ou des restaurants sont fermés ou font du pour emporter. Donc, une chance que les machines résidentielles pour la maison sont là parce que sinon, ça aurait été vraiment difficile. Mais effectivement, le budget a augmenté, il a explosé. On avait l'habitude de vendre des machines de 1500 $ et moins. Et puis, dans la pandémie, là, les gens ont augmenté le budget. Ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas rester à la maison, étaient habitués de se payer un bon café au bureau, avaient le petit café préféré, ne peuvent plus y aller, veulent retrouver les mêmes habitudes qu'il y avait là, au bureau. Là. Le ralentissement de l'activité, je ne dis pas que la pandémie était souhaitable, mais la pandémie a apporté aussi de bonnes choses, dans le sens où on a cessé de courir comme des fous. Mm-hmm. On est devenu plus attentif à ce qu'on goûte, au café qu'on boit, aux choses qu'on mange.
Quand on est dans une activité frénétique, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et si on prend l'exemple du café, je pense que la pandémie a rendu les gens plus attentifs à ce qu'ils boivent. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Puis on le voit, puis les gens sont contents et sont fiers d'encourager les compagnies québécoises. Moi, comme je dis toujours, on a assez de micro-torréfacteurs ici au Québec. Là. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur, que ce soit même au Canada, c'est peut-être bien. Là. Mais il y a des torréfacteurs, il y a des gens qui font de l'importation de café d'Italie ou de d'autres endroits. Je ne pense pas que ça soit nécessaire rendu à la période actuelle. C'est sûr qu'il y a d'autres pays qui font de belles choses, mais dans les temps où est-ce qu'on est, je pense que c'est important d'encourager notre industrie locale puis d'encourager les compagnies comme la vôtre, le Café Agua. Il n'y a pas que ça, c'est que, d'abord, la première machine espresso est arrivée sur la rue Crescent en 1956. Je m'en suis souvenu parce que c'est l'année de ma naissance. Et le café, l'espresso, a été popularisé par la communauté italienne de Montréal. Ouais. Donc, on a associé l'espresso à l'importation italienne. Oui. Parce que, le lien se fait automatiquement. Et c'est resté. OK? C'est resté. Maintenant, il faut comprendre une chose. L'Italie, la France ne boivent pas l'espresso comme nous. Pas du tout. La France incorpore 50-60% de Robusta à ses mélanges espresso à cause de leurs anciennes colonies françaises avec lesquelles ils ont gardé des liens commerciaux. L'Italie, un mélange d'espresso en Italie, c'est facilement 40 à 50% de Robusta également. Donc, c'est pas que ça coûte moins cher que l'Arabica. Dépassons cette notion-là. C'est que le Robusta crée une rétention d'eau, une densité et un crémat plus dense dans la tasse. Et c'est ce que les Italiens aiment. Donc, et j'ajouterais que un Italien je dirais 2 Italiens sur 3 mettent du sucre dans son espresso. Oui, ça aussi, c'est vrai. Pour masquer l'amertume du Robusta. Donc, et ça, c'est ancré, c'est culturel, c'est ancré dans les mœurs. Donc, ça n'a rien à voir avec nous. Le goût québécois, c'est pas ça. Ça peut l'être pour une minorité de gens, mais nous, on est des fervents amateurs d'Arabica, donc d'espresso plus doux, moins amer, et parce qu'on met beaucoup moins de sucre qu'eux. Et je te dis pas qu'on ne va pas l'aromatiser avec un sirop de caramel ou de noisette, ça aussi on le fait. Mais on aime les cafés moins amers qui ont une prédominance d'Arabica. Et ça fait longtemps que je le sais, parce qu'en tant que commerçant, que détaillant, je l'ai appris assez vite. Il n'y a personne qui venait au Fouvrac en me disant « Écoute, Paul, pourrais-tu mettre 50% de Robusta dans mon Guatemala Antigua? J'aime ça. » Non. C'est tout au contraire. Même au niveau du Robusta, les choses ont changé un petit peu là, parce qu'il y a certains pays producteurs qui produisent ce que j'appelle de la roche, là, c'est-à-dire que ce n'est pas des cafés qui sont d'extrême qualité. Il y a certains torréfacteurs qui vont travailler avec ces produits-là pour couper le prix du café, mais il y a des Robusta qui sont de très grande qualité. Oui, comme le Capi Royal Indien ou l'Indian Cherry, c'est des très bons Robusta là, avec lesquels, en tout cas, nous, on aime travailler. Et qui souvent coûtent plus cher que les grands Arabicas. Oui, tout à fait. Non, c'est ça, c'est des cafés qui sont super intéressants. En parlant d'origine, présentement ou à travers le temps, tes origines, tes pays d'origine préférés quand tu aimes déguster les cafés, ça ressemble à quoi? Ben, si j'ai mentionné le Guatemala Antigua San Miguel, c'est pas pour rien. C'est sûr que j'ai une grande préférence pour les cafés corsés, les cafés d'Indonésie, le Sumatra, Mandailing, c'est un de mes préférés. Par contre, il ne faut pas se tromper. Un café d'origine, c'est intéressant, mais il manque toujours quelque chose. Et c'est pourquoi on fait des mélanges. Tout à fait. Parce que le meilleur café, même chez moi à la maison, automatiquement, je vais prendre un Sumatra Mandailing,
je vais le mélanger à un Pérou Chanchamayo, je vais l'arrondir avec un Colombien. On ne peut pas demander à un café d'avoir toutes les qualités. Non, c'est impossible, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, pour faire un mélange, soit pour le café filtre, soit pour l'espresso, il faut généralement réunir les qualités de 5 cafés. De 4 à 5 cafés. Et là, on a un produit qui est riche, parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est pas besoin d'être un connaisseur. Hein? Les papilles gustatives ont une mémoire. Et un grand café, c'est un produit qui laisse une impression de plénitude, de satisfaction, une plénitude gustative. Donc, et on s'en souvient. Et le problème des gens maintenant, aujourd'hui, c'est pas de trouver la machine espresso. De bonnes machines espresso, c'est l'âge d'or de la machine espresso là, au Québec. On a un choix incroyable de très, très bonnes machines. Leur problème, c'est de trouver le goût qui leur convient. Mais aussi, le goût va être souvent rattaché à un souvenir. Puis toi, tu as une théorie là-dessus. Souvent, les gens reviennent de voyage, ils ont bu un café qu'ils disent exceptionnel, mais c'est parce qu'ils ne le boivent pas dans les mêmes conditions qu'ils le boivent à la maison. Ils sont au bord de la plage, ils sont plus relax, les gens profitent de la vie. Donc, ils profitent plus du moment café. Puis ils essayent de retrouver ça ici, mais pas dans les mêmes conditions. Puis ça, c'est plus difficile mais quand tu es dans un contexte d'enchantement, exactement. Quand tu te retrouves dans une ville comme Venise, qui est un enchantement permanent, ou une ville comme Florence, et que tu goûtes un espresso qui soit quelconque ou qui soit bon, c'est le meilleur café au monde. Oui. D'abord, tu es en vacances. Puis deuxièmement, tu es dans un lieu qui est unique au monde. Donc, ça influence le jugement. Revenu à la maison, le même café est un petit peu moins bon. Hein? Tout à fait. Quand on voit la neige à l'extérieur, des fois, c'est il est légèrement moins enchanteur qu'à Florence en plein été. Fait que, tout ça pour dire que il y a encore des gens aujourd'hui qui sont attachés au café instantané, qui est une invention conçue pour la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ah ben, de moins en moins, je dirais, il y en a encore. Il y en a. Va dans les épiceries, tu vas voir que le rayon il est encore plein. Ah, tout à fait. Puis il y a des compagnies des grandes chaînes qui font des beignes pour pas les. Je nommerai pas la compagnie, là, mais qui sont lancées là-dedans. Je pense que c'est l'année passée. J'étais extrêmement surpris de voir vraiment, il y a un marché encore à combler avec ça, mais eux l'ont fait. S'ils l'ont fait, ils ont dû faire des études de marché pour se lancer là-dedans. Le beigne aux patates, il y a des produits qui viennent rejoindre notre enfance. Tout à fait. Pourquoi les cafés instantanés existent toujours? C'est parce que c'est lié à des souvenirs. C'est lié, c'est affectif. Des gens qu'on aimait sont disparus. Des gens qu'on aimait buvaient ce café-là. On le boit à leur mémoire, pour respecter leur mémoire. C'est très affectif. Mm-hmm. Et je ne juge pas ça négativement. Je dis simplement que ce qui est étrange, c'est que l'industrie de la guerre invente des produits qu'on retrouve dans la vie civile. Pensons au Hummer, par exemple. Ça n'a pas été inventé pour se promener sur la rue Sainte-Catherine. Là. Non, je ne penserais pas. Ça a été inventé pour le désert. Mais on a le Jeep, de l'exemple. Même chose. Hein, le Jeep Willys, ben, ils en ont fait le Jeep Renegade. C'est un véhicule de guerre. Bon, on se promène avec. C'est très courant. Le café instantané, c'est la même chose. C'est un instrument pour les soldats dans les tranchées. Et la société a récupéré ça. Et malgré le fait que c'est un produit qui aurait dû disparaître progressivement de nos mœurs, c'est resté. Ah, tout à fait. Il y a encore des gens qui... Aussi, c'est la vitesse. Des fois, les gens ne seront pas nécessairement des amateurs, mais aiment le goût, aiment la vitesse aussi avec laquelle ça se fait. C'est facile, c'est simple. Puis effectivement, comme ça rappelle des souvenirs. Moi, je me souviens, plus jeune, ma mère, c'est ce qu'elle buvait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais nous aussi, on en a bu. Et puis, il n'y a pas longtemps. Je veux dire, en 1968, moi, je buvais ça. Mes parents buvaient ça.
Après ça, on est passé aux Folgers. Tu sais, bon. Donc, il y a le Québec, c'est très récent. La mode de l'espresso au Québec est relativement récente. Elle est récente et je dirais encore là-dessus qu'on est distinct du reste du Canada parce que si on va ailleurs au Canada, il y a certains endroits que oui, mais comme exemple, pour avoir été en Ontario l'année passée, pour mes vacances, je cherchais des micro-torréfacteurs où aller goûter le café, mais il n'y en a pas. Il y en a, mais jamais comme ici. Là, c'est facile de trouver un micro-torréfacteur à moins de 15 minutes de route, mais dans le coin de Niagara, ces choses-là, impossible, il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. Il faut sortir du Québec pour se rendre compte à quel point on est européen dans notre façon d'être, de vivre. On ne le sait pas. Tant que tu n'as pas quitté le Québec, écoute, moi, je me souviens de clients qui venaient m'acheter 3 kilos de café en grains avant de quitter pour les États-Unis parce qu'ils partaient pour un mois. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien là, Paul, on s'en va un mois aux États-Unis. Imagine-toi. Ça va être l'enfer, là, OK? Si on n'a pas notre café, on va vivre, tu sais, on va être malheureux. Donc, il y a des gens pour qui c'est fondamental. Et c'était pas un cas particulier. C'est arrivé très souvent. Ah oui, parce qu'aux États-Unis, là, honnêtement, là, c'est de l'eau de vaisselle, leur café. Nous, dans le passé, on avait des machines distributrices. Et puis, c'était un combat de trouver des machines distributrices qui étaient intéressantes pour le marché du Québec parce que la plupart étaient développées pour les gros marchés des États-Unis, ce qui est normal. Mais encore là, avec le temps, l'Europe a commencé à apporter des machines qui correspondaient mieux aux besoins du Québec. Mais c'est vrai que les États-Unis, par rapport à nous, ne demandent pas beaucoup par rapport au café. Alors, le café, les machines espresso, ce n'est pas... En réalité, ce n'est pas une question d'argent. Bon, il en faut, oui, d'accord. Mais tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour boire du bon café avec une bonne machine espresso. Donc, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de culture. C'est quelle est l'importance qu'on accorde au café. Les États-Unis, c'est le pays le plus riche de la planète. Mm-hmm. Donc, en principe, on devrait trouver du bon café. Ils en ont. Mais je veux dire, il n'y en a pas partout. Bon, si tu vas à l'épicerie aux États-Unis versus au Québec, aux États-Unis, tu vas trouver des grandes marques. Des marques qui sont disparues, comme exemple Dunkin' Donuts sont encore présents aux États-Unis. On va trouver le café là. On ne trouvera pas de plus petits torréfacteurs ou de micro-torréfacteurs comme tel qu'on va être capable de trouver ici, là, même en épicerie. C'est un peu différent le marché des États-Unis. Pour revenir tantôt, je t'ai posé la question de ton pays d'origine, mais je sais très bien que ta torréfaction préférée se trouve à être vraiment la torréfaction noire, si je ne me trompe pas. Là. On avait dit qu'on ne ferait pas de révélation ce matin. C'est pas super. Celle-là, je pourrais en faire d'autres si tu veux. J'aime particulièrement les cafés torréfiés noirs. J'aime le goût un peu caramélisé du café noir. D'ailleurs, on l'infuse à plus basse température. Moi, je l'infuse entre 84 et 87 degrés. Si c'était une torréfaction robe de moine, je serais à 90 ou 91. Et puis, pour une torréfaction très claire, moi, je préconise rien au-dessus de 94 degrés. Au-dessus, on se retrouve avec un produit qui est légèrement ébouillanté. Bon. Ça, il faut le savoir, le café, c'est pas comme le thé. Ça ne peut pas supporter des températures très élevées. Il ne faut pas essayer de reproduire la température du café filtre avec l'espresso. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, tout à fait. Ça, je suis content que tu en parles également parce qu'on a souvent des clients qui vont rechercher d'une machine expresso, qui vont chercher d'un café expresso qui soit aussi chaud qu'un café filtre. C'est pas possible. On vient bousiller le café si on fait ça. On n'est pas capable d'aller chercher des températures aussi élevées que ça. Il y a un volume d'eau aussi qui influence beaucoup. Si on se fait un café filtre de 16 onces, le volume d'eau préserve la chaleur du café. Mm-hmm. OK? Quand on parle d'un espresso, on parle de 3, 5, 7, on peut aller jusqu'à 9 onces. Mais ce n'est pas un café qui peut conserver sa chaleur aussi longtemps qu'un café filtre
qui contient, je te dirais, plus d'eau. Qui est extrait beaucoup plus rapidement dans le cas de l'expresso aussi. Oui. Donc, il y a une perte de chaleur à cause de la méthode d'infusion. Donc, on ne peut pas reproduire. Le filtre a ses contraintes. En fait, on a analysé que l'extraction de saveur d'un café filtre rejoint à peu près 7 à 8 de saveur. L'espresso va donner entre 70 et 85 de saveur, d'extraction de saveur. Alors déjà, c'est un avantage si on aime le café, mais on ne peut pas demander à l'espresso de nous donner les mêmes propriétés thermiques que le café filtre. C'est un monde différent. Alors, quand on a compris ça, on réchauffe la tasse. Tout à fait. On réchauffe le lait à 50 degrés, à 45-50 degrés. Ça vient préserver aussi la température du breuvage en général. Mais on ne peut pas demander au café d'avoir la même température que le café filtre et d'être... c'est impossible. Non, c'est pas possible. On parle d'expresso, on parle de café filtre. On est présentement dans la 3e vague de café qui appelle. Il y a plusieurs méthodes nouvelles d'extraction ou d'infusion. Es-tu un adepte de ceux-là, le drip, l'aéropress, ces choses-là? Est-ce que tu es adepte de ça ou pour toi, c'est du pareil au même? Écoute, moi, je suis de la vieille école. La 3e vague, je sais ce qu'ils font. Et c'est correct, je veux dire, j'ai rien contre ça. Je suis pas là-dedans. Et Café Aga non plus. On est des experts en café vert, des experts en torréfaction. Et on est attaché à une certaine façon d'infuser le café. Je pense que la 3e vague, c'est une mode et qu'elle va passer assez rapidement. Je suis un peu d'accord avec toi. Puis il y a énormément de torréfacteurs présentement, surtout dans la région de Montréal, qui se sont dirigés dans cette optique-là. Est-ce que j'ai absolument rien contre ces torréfacteurs-là? Par contre, tantôt, quand on a parlé un petit peu de l'abus des coûts de café, ces choses-là, eux sont un petit peu là-dedans. Moi, j'aime mieux prôner que le café est disponible, doit être à des prix acceptables pour n'importe quelle bourse. Il faut être capable de satisfaire tout le monde, puis pas nécessairement se nicher dans du café haut de gamme. C'est correct qu'il y a des gens qui font ces choix-là, mais je pense que le café tantôt on parlait du café instant, c'est un café qui est très peu coûteux, qui est abordable pour tout le monde. Si la personne a seulement la possibilité de se payer ça, ben c'est déjà mieux que rien du tout. Ben, c'est-à-dire que la 3e vague, c'est une école. Mm-hmm. OK? C'est une école. Maintenant, on adhère ou on n'y adhère pas. Moi, je peux te dire que j'ai reçu des clients à la boutique chez Café Aga qui me disaient, écoute, Paul, c'est-tu normal que mon café... est-ce que c'est la norme là, que mon café soit hyper acide, hyper citronné? J'ai l'impression de boire de la limonade chaude. Tu sais, bon, je dis, ben non. On peut boire le café comme ça, mais il y a plusieurs façons de boire le café. Ça va de la torréfaction la plupart. D'ailleurs, j'ai reçu des Russes qui voulaient avoir un café, une torréfaction extrêmement claire, et je leur ai fait un café comme ils aiment. Mais le café bu à la russe, c'est le café 3e vague. Mais oui, ils ne savent pas c'est quoi la 3e vague. Ils ont toujours bu le café comme ça. De cette façon-là. Ça fait 50 ans qu'eux autres sont dans la 3e vague, mais sans le savoir. Ils sont précurseurs, dans le fond. Ça sont des précurseurs. Alors, ben non, tu peux boire ton café torréfié noir, mi-noir. Même dans la palette des degrés de torréfaction, il y en a à peu près 16 entre le noir et le blond pâle. Donc, pourquoi s'enfermer nécessairement? Bois le café comme tu l'aimes. Tout à fait. Mais il n'y a pas de normes établies. Il faut aller chercher le goût que l'on veut. Et puis, bon, il faut être démocratique aussi. On ne peut pas tous boire le café de la même manière. Non, tout à fait. C'est exactement nous. Notre mission un peu, c'est ça, c'est de démocratiser le café. C'est
Il n'y a pas effectivement, parce qu'il y a des normes, les Italiens aussi, là, les normes des baristas, l'expresso doit couler en 1 once en 30 secondes, ces choses-là, c'est correct si vous l'aimez comme ça, mais ce que je dis toujours, c'est si tu le fais selon les normes, puis tu n'aimes pas ce que tu bois, ça donne quoi de le faire de cette façon-là? C'est important de le boire comme on l'aime, mais non selon les normes ou les traditions. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Pour conclure notre première balado, c'est une tradition un petit peu qu'on va faire à chaque balado. Je vais poser la même question à tous nos invités. Dans le fond, c'est si je te donnais la chance, Paul, de prendre aujourd'hui un café avec un artiste, une personne, un politicien, une personne importante, avec qui tu le prendrais et pourquoi? À l'âge que j'ai, il y a beaucoup d'artistes qui sont décédés que j'aimais beaucoup. Oui. Mais il y en a un que j'aime particulièrement et qui est toujours vivant, et c'est Gilles Vigneault. Ah oui? Que j'ai rencontré d'ailleurs il y a une trentaine d'années. Pas par hasard, c'était son anniversaire. J'avais fermé le Fouvrac. J'étais épuisé. Et j'avais oublié qu'on avait une soirée avec ma femme à cette époque-là au lac Placide. Et elle m'a dit, c'est l'anniversaire d'une de mes amies. J'ai complètement oublié. Et pour m'encourager à y aller, elle m'avait dit, écoute, Paul, il faut que tu viennes. Gilles Vigneault va être là. Et je suis allé. Et puis j'ai passé 3 heures à parler avec Gilles Vigneault, qui est un homme très, très sympathique. Et on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Alors, oui, c'est avec Gilles Vigneault que je prendrai un café aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. C'est une personne qui est très intéressante. Je sais toi aussi que tu es un amateur de littérature, fait que j'imagine que c'est un peu pour ça que tu voudrais reprendre un café avec lui aujourd'hui. Ben oui, puis c'est drôle que tu me demandes ça, parce qu'actuellement, je suis en train de relire le journal Les Chemins de pied de Vigneault, entre autres, entre Romain Gary et Françoise Sagan. Et c'est étonnant le plaisir que Vigneault a à écrire et à inventer tout en écrivant. C'est très séduisant. Et il aime les gens et ça paraît. Oui, tout à fait. C'est un homme qui semble chaleureux. Je n'ai pas eu la chance comme toi de le rencontrer, mais c'est une personne qui est chaleureuse, qui a du vécu puis qui est capable de nous le transmettre, que ce soit en mots ou en personne. On sent que c'est une personne qui est capable de nous transmettre. C'est un ancien professeur. Fait que, il y a un enseignement dans ce qu'il a fait. La chanson, d'ailleurs, c'est une école qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur notre propre langue, sur la musique, sur les harmonies, sur la versification. La chanson, c'est des vers. Puis bon, je pense que beaucoup d'artistes au Québec ont fait de très grandes choses. Mais Gilles Vigneault, ça fait partie de ma génération. Vigneault fait partie des gens qui nous ont ramenés vers l'importance de notre propre langue, dont on s'était éloigné. Hein. Moi, je suis né dans un monde très anglophone. Et c'est à 20 ans que j'ai connu Gilles Vigneault et les artistes de sa génération. Et ça a été un enchantement pour nous. Là. On redécouvrait notre propre langue. Donc, c'est important, ces choses-là. Oui, tout à fait. C'est une chose que les jeunes aujourd'hui, moi je le connais de ma génération parce qu'on a étudié à l'école certains de ces textes, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui c'est encore fait dans nos écoles. Je pense, comme toi, que c'est une chose qui est importante. Ça nous apprend sur l'histoire, sur l'époque aussi, où est-ce que les textes ont été écrits. La façon que je l'ai abordé, je le dis parce que ça fait rire mes amis quand je leur dis. Je ne sais pas comment aborder les gens célèbres dans le monde artistique. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas quelqu'un qui va demander un autographe à quelqu'un. C'est pas en moi. Mais je voulais y parler. Et il était entouré de ses amis, de ses musiciens. On était peut-être une trentaine dans une salle. Il était à l'autre bout de la table. Alors bon. Là, je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais l'aborder? Je ne savais pas quoi dire. Alors, au bout de 5 minutes, vu que j'ai une bonne mémoire, je lui ai récité les propres vers d'une de ses chansons. Une chanson qu'il avait écrite, je pense, 25 ans avant.
Alors, j'ai profité d'un silence. Et j'ai dit que je dise à qui m'a suivi combien tout ce qu'il imagine n'est que décombre, ruine, auprès de ce que j'aurais dit. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux. Puis il m'a dit, mais voyons donc, tu te souviens de ça, toi? Ah, ben, il dit, je passe te voir, bouge pas. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, bon, ou bien il va dire que je suis fou, ou bien il va m'ignorer, je ne sais pas, mais il va y avoir une réaction. Et ça a marché. Alors, c'est ça. Bon, ben tant mieux que tu aies pu le rencontrer. C'est vraiment une chance pour toi. Puis je suis persuadé que c'est un honneur aussi. C'est une chance pour tous les gens c'est une chance pour tout le monde de rencontrer Gilles Vigneault parce qu'il a toujours quelque chose à nous donner. Un petit cadeau à nous donner. Par sa gentillesse, par son inspiration, par sa maîtrise immense de la langue française, Gilles Vigneault nous fait un cadeau quand on l'écoute ou quand on le rencontre. Tout à fait, parfaitement d'accord avec toi. C'est ce qui va conclure notre première balado avec Paul Payette, le représentant des Cafés Aga. Je te remercie infiniment d'avoir participé à notre première balado. Merci à toi, Jonathan. Pour le mois prochain, parce que notre horaire va être une fois par mois qu'on va avoir des rencontres comme ceux-là, je vais rencontrer un amateur de café, de troisième vague, entre autres. Et puis, je pense, d'après moi, qu'il a goûté à peu près toutes les micro-torréfactories qui existent. D'après moi, là, à travers le Québec, là, s'il y en a sorti une hier, peut-être qu'il n'a pas goûté, mais sinon, là, je pense qu'il a goûté à pas mal tout. Fait que c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour notre prochaine balado. Merci encore une fois, Paul. Merci, bonne journée.